Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que cette téléconférence est enregistrée. Pour le moment, les participants sont en mode écoute seulement. Pour ceux d'entre vous qui êtes au téléphone et qui avez besoin de l'aide d'un téléphoniste pendant l'appel, veuillez appuyer sur étoile 0. Pour les participants sur l'Internet qui ont besoin de soutien, utilisez la fonction de dialogue de l'écran. Je cède à présent la parole à votre animatrice pour aujourd'hui, Mme Maria Judd, directrice principale, participation du patient et amélioration de la qualité, Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Madame Judd. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Maria Judd, directrice principale, participation du patient et amélioration de la qualité, et je suis votre animatrice pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de 34 organisations de partout au pays. Des organisations qui sont en ligne ou qui accéderont aux archives du webinaire d'aujourd'hui. Ces archives seront envoyées à tous les participants inscrits suite à cet appel. Tandis que je présenterai les conférenciers d'aujourd'hui, veuillez prendre un petit instant pour vous présenter grâce à la fonction de dialogue, nous dire qui vous êtes et d'où vous venez. Alors ici, dans le studio de la Fondation, je suis accompagnée de Graham Wilkes, directeur principal, communication et relations gouvernementales, ainsi que Christine Maïka, responsable de l'amélioration, participation du patient et amélioration de la qualité. Voici ce que nous prévoyons pour l'heure qui suivra. D'abord, je souhaite vous remercier de votre intérêt pour l'examen que nous avons fait des politiques de visite dans les grands hôpitaux canadiens. Nous avons fait cet examen afin d'éclairer la campagne Meilleur Ensemble. L'examen a été fait pour éclairer une campagne de soutien qui reconnaît que les proches du patient sont des partenaires de soins et pour encourager les hôpitaux à envisager des politiques plus propices à un véritable partenariat avec les patients et leurs familles. Un grand nombre d'entre vous faites partie de cet appel parce que nous vous avons envoyé un courriel qui comprenait un pointage. Aujourd'hui, nous voulons donner davantage de contexte à ces pointages. Si vous avez une notation de moins de 8 sur 10, nous vous avons donné ce score à des fins d'information seulement. Nous espérons que ce score donnera l'occasion à votre organisation de réfléchir à la reconnaissance des patients et de leurs familles dans le cadre de vos politiques de visite. Pour ceux d'entre vous qui avez 8 ou plus, vous serez identifiés dans le cadre d'un appel qui aura lieu d'ailleurs au mois de novembre un peu plus tard, car nous voulons mettre en exergue vos politiques, des politiques qui encouragent le partenariat avec les patients et leurs familles. La campagne Meilleur Ensemble, qui vise à agir en partenariat avec les patients et leurs familles, est une campagne de soutien qui encourage et outille les hôpitaux afin qu'ils envisagent comment leur politique crée des environnements où les familles peuvent devenir des partenaires de soins et d'envisager aussi l'élaboration et l'adoption de politiques de présence familiale qui cadrent avec leur contexte organisationnel. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de partager davantage de renseignements sur les prochaines étapes, les ressources et les occasions qui seront rendues disponibles à tous les hôpitaux du Canada qui s'intéressent à la campagne. Dans le cadre du webinaire d'aujourd'hui, nous commencerons par quelques brefs exposés, suivis par une période de questions en direct. Nous vous invitons à afficher vos questions à tout moment lors des exposés grâce à la fonction de dialogue qui se trouve en bas à droite de l'écran. D'abord, nous voulons vous parler un peu de la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé et pourquoi nous sommes entrés en partenariat avec l'Institute for Patient and Family Centered Care, une organisation américaine. Alors, la Fondation accélère la diffusion d'innovations éprouvées en aidant les organismes de santé à adapter, à mettre en œuvre et à mesurer des améliorations en matière de soins dispensés aux patients, de santé de la population et d'optimisation des ressources. Nous tâchons d'aider les organisations de santé à apporter des améliorations à leurs services partout au pays. Nous avons conçu nos programmes de sorte que les organisations puissent se sentir appuyées dans le cadre de l'amélioration de leurs capacités et de faire appel aux communautés et aux proches des patients afin de centrer les soins davantage sur eux et afin de diffuser les améliorations fondées sur des données probantes. Les nouvelles données de probantes et l'expérience dans des contextes canadiens et à l'étranger montrent que la collaboration avec les patients et leurs familles est un élément essentiel des soins centrés sur le patient et sa famille et une bonne stratégie pour l'amélioration de la qualité dans les organisations.
Nous parlerons un peu, à présent, et dans le cadre du rapport et des ressources qui étayent cette campagne, à savoir comment les pratiques centrées sur le patient améliorent à la fois les soins centrés sur le patient et sa famille, mais également les résultats de santé. Quelles sont les politiques sur la présence de la famille? Eh bien, celles-ci permettent aux patients de désigner, s'ils le souhaitent, un proche ou plus qui a accès à eux tout au long de l'hospitalisation. Accueillir des proches leur permet de participer plus activement à la planification des soins, à la prise de décision et à des conversations selon les préférences du patient. Ceci peut s'exprimer différemment selon l'organisme. Certains organismes, lorsque vous regardez les exemples que nous avons identifiés, ont choisi d'ouvrir leur politique de visite de sorte qu'elle soit ce qu'on appelle des politiques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et certaines ont choisi une nouvelle politique sur la présence de la famille qui est distincte des politiques générales de visite. Et Christine en parlera davantage. Or, vous savez, cette campagne vise à aider les organismes à déterminer quel est le meilleur moyen de créer un environnement qui encourage le partenariat avec les patients et la famille dans le contexte. La campagne Meilleur Ensemble elle-même vise à encourager les hôpitaux à adopter des politiques favorisant la présence de la famille et des proches 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pour aider les patients et les familles à participer à la planification des soins selon les préférences du patient. Donc on reconnaît que selon le contexte organisationnel, il est important d'adapter la formule, mais aussi l'adapter aux volontés du patient. L'Institute for Patient and Family Centered Care des États-Unis a lancé la campagne et nous y sommes rattachés. Or, l'IPFCC s'est donné pour objectif de faire adopter des politiques favorables à la présence de la famille dans 1000 hôpitaux d'ici 2017. Graham Wilkes. Alors, lorsque la FCISS a décidé d'entrer en partenariat avec l'IPFCC, on s'est demandé ce que pensaient les Canadiens de la présence des familles dans les hôpitaux. Alors, on a fait une recherche auprès des Canadiens grâce au concours de Ipsos. Et lorsque les Canadiens étaient exposés devant une définition de ce qu'étaient ces politiques, eh bien, 9 sur 10 appuyaient ces politiques, 90%. Donc, la FCISS a fait également des sondages réguliers auprès des professionnels de la santé et nous le faisons avec Abacus. Cette année, nous avons inclus des questions sur la présence de la famille dans ces recherches régulières sur le secteur. Et ce qu'on a constaté est assez similaire à ce qu'on a constaté du côté de l'enquête publique. Environ 9 sur 10 appuient ces politiques. Or, nous avons davantage investigué les réponses du secteur de la santé afin de voir s'il y avait des préoccupations du côté du secteur de la santé quant à la présence des familles. Ce que nous avons appris, c'est qu'il y a environ 3 types de préoccupations associées à la présence des familles. Comme vous le voyez à l'écran, la première concerne l'équilibre, c'est-à-dire ne pas stresser les patients avec des visiteurs indésirables. Deuxièmement, trouver des moments opportuns pour que les proches participent aux soins. Et enfin, veiller à ce que des ressources suffisantes soient consacrées à la gestion du changement. En plus de l'enquête que nous avons faite, nous avons aussi sondé des organisations partenaires qui souhaitent agir en partenariat avec nous, comme des conseils de la qualité, des groupes de patients, des associations de professionnels et des associations industrielles. Et nous sommes ravis de partager cette diapositive qui présente la dizaine d'organisations qui appuient la campagne. Myriad. Afin d'éclairer nos programmes, eh bien, nous élaborons des recherches. Nous faisons du travail en collaboration avec le Dr Ross Baker et Jean-Louis Denis et nous examinons donc les systèmes hautement performants. On a donc demandé à ces deux professeurs de traduire ces aspects en levier de l'amélioration de la qualité. Alors, cette campagne Meilleur Ensemble, agir en partenariat avec les patients et leurs familles, est vraiment reliée aux
aux leviers identifiés ici, c'est-à-dire la participation des prestataires, des gestionnaires, la participation des patients et la création de politiques propices à l'amélioration. Donc, nous avons examiné certaines études, surtout faites aux États-Unis et en Grande-Bretagne, concernant la proposition de valeur, à savoir pourquoi les politiques sur la présence familiale sont bénéfiques à la fois du point de vue du patient, mais également du point de vue organisationnel et même systémique. Donc, il est clair que c'est avantageux pour toutes les parties prenantes concernées. Ici Christine Maïka. Je vais passer un peu de temps à vous expliquer l'étude de référence, la méthodologie et certains des constats. Alors pour commencer, lorsqu'on s'est joint à la campagne avec l'Institute for Patient and Family Centered Care des États-Unis, on voulait mieux comprendre les politiques de visite présentes au Canada. À partir de ce qu'on savait, il y avait très peu de données sur les politiques de visite canadiennes et c'était assez sporadique. On savait qu'il y avait des comptes rendus médiatiques indiquant qu'un plus grand nombre d'hôpitaux avaient enlevé certaines limites, restrictions aux visites pour encourager la présence des proches afin qu'ils participent plus activement aux soins. À la lumière d'une enquête réalisée en 2014, faite aux États-Unis, on a déterminé que cela n'était pas la norme au Canada. Cependant, la mesure dans laquelle les hôpitaux accueillent davantage les familles et les aidants naturels n'était pas bien examinée non plus. Deuxièmement, nous voulions vérifier si les politiques de visite étaient affichées sur les sites web des hôpitaux et à savoir si cette information était perçue comme utile par les proches et les visiteurs. Et enfin, nous voulions déterminer si les renseignements transmis par les téléphonistes des hôpitaux ou même les enregistrements audio de l'hôpital étaient conformes aux heures de visite annoncées sur le site de l'hôpital. La méthodologie que nous avons choisie pour entreprendre l'étude était adaptée d'une étude faite dans l'État de New York. Ce qu'on aimait par rapport à cette enquête, c'est qu'elle se mettait dans la peau des patients. Les examinateurs ont sondé et examiné les sites web afin de recenser les renseignements trouvés sur les politiques de visite, surtout pour les unités de soins généraux et chirurgicaux. Des renseignements supplémentaires ont été obtenus au téléphone. Les hôpitaux canadiens, compris dans l'enquête, ont identifié dans la base de données de l'ICIS votre système de santé en dentail. Cette base de données fait la liste d'environ 700 hôpitaux de soins actifs du Canada. Parmi ceux-ci, la CISS a enquêté auprès des hôpitaux qui étaient identifiés comme grands dans la base de données. L'ICIS se sert d'une méthodologie de groupe de pairs qui identifie les hôpitaux qui sont assez similaires, c'est-à-dire qu'il s'agit de grands hôpitaux de soins actifs. Ceci est fondé sur la complexité et le volume de patients et non le nombre de lits. Nous voulions nous assurer que cette étude soit pan-canadienne. Donc, en l'absence de grands hôpitaux dans le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, 2 hôpitaux de taille moyenne et de petite taille ont été inclus. Cette étude s'est faite sur le terrain de février à avril 2015. Alors vous avez ici, comme vous le voyez, la ventilation, 114 hôpitaux au total, 55 grands hôpitaux communautaires, 55 hôpitaux universitaires, 2 hôpitaux communautaires de taille moyenne, un hôpital communautaire de soins actifs et un petit hôpital. Donc, comme on disait un peu plus tôt, on a examiné les sites web des hôpitaux et on leur a donné 2 notes sur 10, déterminant dans quelle mesure leur politique était accueillante pour les politiques, en plus de la disponibilité et l'utilité des renseignements sur les politiques de visite. Ce que vous voyez à l'écran, est une échelle utilisée par les examinateurs pour noter ces politiques. On voulait déterminer leur caractère libéral, c'est-à-dire dans quelle mesure les politiques telles qu'identifiées sur le site web permettent les visites des patients, des familles, des proches ou alors des
soignants des patients. Donc, on parle d'unités chirurgicales, d'unités de médecine générale. On a également le nombre de visiteurs permis, la durée de la visite. Et je voulais aussi insister sur le fait qu'à ce stade, si vous avez l'impression que votre hôpital n'a pas été bien noté, eh bien, nous sommes prêts à prendre un score révisé selon des critères. Ces critères seront distribués de pair avec les renseignements de contact, vous indiquant à qui adresser vos résultats pour que la FCASS en prenne connaissance. Les deuxièmes critères ont trait à la disponibilité des communications sur le site web de l'hôpital. Un bon site web peut éviter des situations difficiles. Si les patients et les familles plutôt sont prêts avec armés de renseignements, on peut gérer leur attente. Par exemple, des renseignements utiles examinés par notre personnel a permis de déterminer si l'hôpital avait un site web dédié et une page indiquant quelles étaient les politiques de visite, le cas échéant, dans quelle mesure ces renseignements étaient utiles du point de vue d'un visiteur qui souhaite rendre visite à un proche. Donc, on s'est servi de critères comme la présence d'une page dédiée, le nombre de personnes qui peuvent être présentes, des lignes directrices sur la présence des enfants, et des choses concernant la sécurité comme des directives sur l'hygiène des mains, l'inoculation et éviter des visites lorsque le visiteur est en mauvaise santé. Donc, sur cette page, nous allons parler de certains des constats et comme vous le voyez ici, vous avez la ventilation des renseignements sur le caractère libéral des politiques de visite. Globalement, la moyenne était de 4,37 sur une échelle de 10 points. Cette moyenne, en général, signifie que les politiques actuelles des hôpitaux ne sont que partiellement accueillantes. Il y avait une fourchette, c'est-à-dire que certains hôpitaux avaient 0 alors que d'autres avaient 10. En Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan, les heures de visite semblent être plus homogènes, normalement de 11 heures à 20h30, tandis qu'en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec, il y a une vaste gamme, parfois seulement 2 heures de visite par jour, à des visites complètement ouvertes. Vous allez voir ici la ventilation des scores alloués aux 114 hôpitaux. Seuls 2 hôpitaux ont reçu une note parfaite de 10, c'est-à-dire des politiques très accueillantes. 2 autres hôpitaux ont eu 9 et 21 hôpitaux ont eu 8. Il s'agit de résultats favorables à la présence des familles et des proches. Ces hôpitaux ont soit une politique très libérale ou permettent au moins 14 heures ou plus de visites par jour, dont au moins 2 heures le matin. Il s'agit d'organisations dont les scores seront inclus dans le rapport. La majorité des hôpitaux, 68, ont eu entre 3 et 7. Comme je le disais un peu plus tôt, des appels ont été faits auprès de téléphonistes des hôpitaux afin de poser des questions sur les heures de visite dans les unités médicales générales et chirurgicales. On a constaté des incohérences entre ce qui était affiché sur les sites Internet et ce qui était déclaré par les téléphonistes. Cela se produisait dans plus de 40% des cas. Ces incohérences indiquent que les politiques de visite sont peut-être moins accueillantes que ce qui est inscrit sur le site Web. Et 2 tendances ont été constatées. D'abord, la majorité des téléphonistes encouragent les visites l'après-midi, en dépit de la présence de politiques affichées pour le matin sur le site Web. Deuxièmement, la prise de décision touchant la souplesse des heures de visite est souvent laissée à la discrétion des infirmières responsables. Certaines prolongent donc les heures alors que d'autres les restreignent, ce qui crée des variations dans l'expérience de soins du patient ainsi que de sa famille qui lui rend visite et lui offre son soutien.
Ce tableau étaye les constatations relatives à la disponibilité et à l'utilité des renseignements sur le site Web par province. Vous verrez que les hôpitaux, ou plutôt les provinces, sont toutes inscrites avec le score moyen pour la province. Vous avez un score moyen de 5,07 sur une fourchette, plutôt sur une échelle de 10, c'est-à-dire que les renseignements sur l'Internet ne sont que partiellement utiles. Or, il faut faire preuve de souplesse en interprétant les résultats, car certains hôpitaux ont quand même eu un score de 9, c'est-à-dire des renseignements très utiles. Ici, vous avez la ventilation par hôpital. Vous avez constaté qu'aucun hôpital n'a reçu une note parfaite de 10 et seul un hôpital a reçu une note de 9, c'est-à-dire très utile. La majorité des hôpitaux ont eu entre 7 et 8. Il est important de constater que certains hôpitaux ont eu 0, et c'est sans doute parce que les renseignements n'étaient pas disponibles sur le site Web. Un grand nombre d'hôpitaux ont permis une localisation simple et également l'impression assez conviviale des politiques. Cependant, il y a encore place à l'amélioration sur le plan de la communication des renseignements auprès des membres de la famille qui veulent rendre visite à leurs proches. Comme nous le disions, cette étude est inspirée d'une étude faite dans l'État de New York, donc il y avait des comparaisons intéressantes entre nos résultats et ceux des États-Unis. Donc la majorité des hôpitaux de l'État de New York et du Canada avaient un résultat de 6 ou moins pour le caractère libéral des politiques de visite, c'est-à-dire légèrement accueillantes, sans plus. Comme l'étude américaine, 31% des hôpitaux canadiens et 22% des hôpitaux de l'État de New York n'avaient pas de visite en matinée. Par ailleurs, après 20 heures, 57% des hôpitaux donc, ne permettaient pas de visite après 20 heures dans l'État de New York et 58% des hôpitaux canadiens ne le permettaient pas non plus. Finalement, vous avez constaté qu'il y avait plus d'hôpitaux à résultats élevés au Canada par rapport à l'étude de l'État de New York. S'agissant de nos constatations, ce que nous avons conclu, c'est que les politiques de visite sont peu homogènes dans les hôpitaux canadiens de soins actifs et qu'il y a une fourchette, certains hôpitaux étant très accueillants et d'autres pas du tout accueillants. Donc, dans certains cas, les politiques sont ouvertes 24 heures sur 24 et dans d'autres cas, les visites sont limitées à 2 heures par jour. Là où on constate des différences, c'est surtout dans les visites en matinée et en soirée. Elles sont souvent très limitées du point de vue des visites. Nous avons trouvé qu'il y avait beaucoup d'hôpitaux qui avaient des politiques très libérales. Or, elles ne sont pas très communes à l'heure actuelle. Enfin, les renseignements affichés sur les sites web des hôpitaux donnent peu de renseignements aux visiteurs et aux familles. Suite à cette étude, donc, nous estimons qu'il est important de reconnaître que de l'excellent travail est fait dans certains endroits du Canada et qu'il faut célébrer le fait que plus de 30 hôpitaux canadiens ont des politiques de visite accueillantes. Par ailleurs, on constate des développements positifs en ce sens que presque la moitié des hôpitaux interrogés ont des politiques au moins légèrement accueillantes. Une plus grande cohérence dans les politiques de visite pourrait réduire les disparités entre les expériences de soins et éliminer le besoin pour le personnel de faire des exceptions. Des améliorations pourraient être apportées au contenu et au vecteur de l'information adressée aux visiteurs potentiels dans le but de contribuer à la reconnaissance de leur diversité. Maria Jad, merci Christine de cet aperçu des moyens par lesquels nous avons conçu cette étude. Et donc, nous souhaitons à présent vous présenter davantage de renseignements sur la campagne elle-même, à quoi elle ressemble et où nous en sommes sur le plan de son élaboration. Alors, la FCISS voulait encourager les hôpitaux à
mettre en œuvre des politiques accueillantes et des politiques innovantes. Et nous voulons leur donner des étapes pratiques pour y parvenir. Vous avez certains hôpitaux qui envisagent d'élargir leur politique de visite, alors nous les encourageons à prendre un engagement et à comprendre la différence que ce genre de politique peut apporter. Alors, nous voulions parler de cette programmation que nous allons lancer dès le mois de novembre et offrir des occasions de participation aux hôpitaux qui souhaitent mettre en œuvre ce genre de pratique afin de faire évoluer les soins centrés sur le patient et leur famille dans leur contexte. Graham Wilkes, merci. Alors, ce webinaire marque le tout début de notre lancement et de l'aspect sensibilisation à cette campagne. Meilleur ensemble. Nous allons partager les résultats de l'étude de référence très tôt au mois de novembre. À l'heure actuelle, nous prévoyons une annonce pour le 10 novembre, comme vous le voyez à l'écran. Nous allons publier l'étude et lancer la prochaine phase de la campagne par l'entremise d'un communiqué de presse national. Et par ailleurs, nous envisageons d'autres moyens de communiquer la campagne au moyen de vidéos, entre autres. Nous avons produit du contenu de sensibilisation, de marketing pour encourager les organisations à prendre l'engagement. Et ces renseignements promotionnels ciblent le secteur de la santé. On ne parle pas d'une campagne promotionnelle publique. Et donc, vous pouvez vous attendre à obtenir ces matériaux dans des endroits comme LinkedIn, Twitter, dans Longwoods, Hospital News et d'autres. Nous vous encourageons à faire partie de la conversation sur Twitter grâce au mot-clé @CFHI-FCISS. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous avons une conférence au cours de laquelle vous pourriez venir nous rencontrer à notre kiosque. À la prochaine diapo, vous voyez certains des éléments créatifs que nous avons créés, entre autres grâce à la participation de l'Institute for Patient and Family Centered Care, ainsi que nos 12 organisations de soutien. Alors, l'apparence de la campagne vous montre bien qu'il s'agit de l'élément canadien de cette campagne. Vous pouvez voir donc le slogan de la campagne, les familles, agir en partenariat avec la famille. Des pages web dédiées à cette campagne seront ajoutées au site web de la FCISS. Je signale que c'est là que les organismes qui prennent un engagement vers la campagne, les hôpitaux, les autres établissements qui prennent un engagement vers la campagne, seront reconnus, seront rendus très visibles sur notre site web ainsi que dans les médias sociaux. Alors donc, un petit échantillon d'un tweet, et il y en aura bien sûr plus qu'un. Alors donc, ces tweets seront diffusés lorsque la campagne commencera. Maria Judd, merci. Je vais donner la parole à Christine pour développer les éléments de l'engagement que vous avez évoqués et qui entrera en vigueur en mois de novembre. Christine Waika, merci Maria. Donc, comme Graham l'a dit, il s'agit d'un élément de notre activité de lancement relié donc au soutien à votre organisation pour rendre hommage à son désir d'évoluer dans cette direction. Donc, il s'agit d'un engagement qui est très progressif, qui encourage les hôpitaux à s'engager envers cet objectif au niveau qui est le plus approprié. Donc, la première phase de l'engagement représente l'engagement à entreprendre des mesures de leadership initiales visant à examiner donc les politiques de visite et à évaluer la préparation au changement. La deuxième phase de l'engagement est un engagement à élaborer une politique sur la présence de la famille. Et enfin, et c'est particulièrement pertinent pour ceux d'entre vous qui ont déjà des politiques, il s'agit d'un engagement à mettre en œuvre une politique de présence de la famille et à surveiller les répercussions de ce changement en pratique. Nous demandons aux hôpitaux de mettre ce changement en œuvre de propos délibérés, à titre d'initiative d'amélioration de la qualité. En effet,
la reconnaissance par les hôpitaux des familles comme partenaires dans les soins influence un certain nombre d'indicateurs de qualité et de sécurité. Nous mettons au point des mesures de soutien pour aider les hôpitaux dans la mesure et cette dernière phase souligne la reconnaissance d'une politique qui est mise en pratique. Cet engagement représente donc un mécanisme public pour s'engager envers les soins axés sur les patients et la famille au fur et à mesure que votre organisme cherche à atteindre cet objectif par cette voie et par d'autres. La deuxième partie de la campagne représente un ensemble de mesures de changement, une trousse de changement. Il s'agit donc d'un ensemble de pratiques de changement qui tiennent compte de l'amélioration des méthodes d'amélioration de la qualité de gestion des changements pour offrir un soutien supplémentaire aux organismes qui désirent mettre en œuvre ce changement. Cette trousse de changement comprend donc des évaluations et un soutien pour la formulation de politiques et leur mise en pratique. Nous offrons un suivi et des mesures d'évaluation au niveau des hôpitaux. Alors voici un exemple de ce qui existe dans notre trousse de changement. C'est essentiellement la table des matières. Je sais que les caractères sont très petits à l'écran et de surcroît en anglais, mais vous verrez qu'il y a donc 3 phases de pratiques successives que vous pouvez envisager d'adopter avec et au sein de votre organisme en fonction de votre contexte individuel. Dans la partie suivante de la campagne, nous allons proposer des possibilités éducatives si vous souhaitez en apprendre davantage sur la présence des familles. Nous proposons donc une série de webinaires sur appel. Le premier aura lieu le jeudi 5 novembre. Nous avons indiqué le lien pour l'inscription. Ce webinaire est gratuit et si vous souhaitez en savoir plus sur la présence des familles et son application, vous pouvez y assister. Sur notre webinaire, nous allons mettre en valeur le président de l'Institute for Family and Patient-Centered Care qui est déjà désigné comme organisme exemplaire dans la campagne. Nous allons également mettre au point des études de cas qui vont proposer d'autres exemples d'organismes qui favorisent la présence des familles. Enfin, début 2016, nous allons mettre en place un réseau en ligne. Il s'agit d'un espace virtuel dans lequel les organismes de tout le Canada qui souhaitent s'approprier ce changement pourront être présents. Nous allons donc nous pourrons apprendre ce que les autres, les acquis et les leçons apprises par les autres organismes qui auront mis en œuvre ce changement et nous allons mettre en commun les informations fournies par des experts en la matière. Pour conclure, la présence des familles préconisé dans le cadre de la campagne Meilleur Ensemble représente un élément que nous encourageons en vue d'améliorer la qualité et la sécurité. Nous savons que la présence des familles prend une allure différente dans différents contextes. Certains hôpitaux ont choisi d'abolir les heures de visite, d'autres hôpitaux ont choisi de conserver une politique relative aux visites tout en adoptant également une politique sur la présence des familles. Il ne s'agit nullement d'une réforme instantanée à mettre en œuvre, il s'agit d'un changement de culture. Il faut comprendre la valeur que les familles apportent à titre de partenaires dans les soins. Notre but consiste à soutenir cette campagne. Pour en revenir au rapport, nous souhaitons reconnaître les hôpitaux qui réussissent dans ce domaine. C'est pourquoi nous allons reconnaître des hôpitaux individuels qui ont obtenu un score supérieur à 8. Nous présentons également cette campagne à titre d'occasion pour les hôpitaux de s'engager envers la campagne et d'être reconnus publiquement comme étant des établissements qui font progresser les soins axés sur le patient et sa famille. Et enfin, nous allons proposer aux hôpitaux un soutien pour qu'ils adoptent une politique innovante visant à faire évoluer les objectifs centrés sur le patient et sa famille qui figurent par exemple dans la trousse de changement, les webinaires, les études de cas et le réseau en ligne que nous espérons mettre au point. Maria Judd. Merci beaucoup, Christine Maïka. Merci, Graham Wilkes. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Nous vous avons communiqué beaucoup d'informations. J'espère qu'elles vous ont intéressé. Si vous avez des questions,
que vous souhaitez formuler des observations, veuillez les saisir dans la boîte de dialogue à l'angle inférieur droit de votre écran. Nous allons nous arrêter quelques instants pendant que vous réfléchissez à vos observations ou à vos questions. Bon, il semble que plusieurs personnes saisissent des observations. Nous allons vous donner encore quelques instants. Restez donc à l'écoute si vous voulez participer à ce dialogue. Donc merci à ceux qui prennent le temps de partager leurs questions. Première question de William Osler. Est-ce qu'il y aura des lignes directrices ou des soutiens lorsqu'il s'agit de répondre aux préoccupations relatives à la sécurité pour le personnel et les visiteurs, surtout de nuit? Cette question a certainement été soulevée dans nos consultations et reflétée dans certaines des pratiques exemplaires. Et je vais laisser Christine Maïka, qui a participé à la mise en œuvre de cette trousse de changement, de répondre à la question. Christine Maïka, vous verrez certaines des questions relatives à la sécurité des patients, des familles et du personnel prises en compte dans la trousse de changement. Il y a des éléments de cela. Certains des hôpitaux exemplaires, comme l'hôpital général de Kingston et d'autres, ont adopté une approche qui tient compte adéquatement de la sécurité. Cela a été pris en compte dans certaines de nos études de cas et dans le cadre des appels d'affinité au cours de l'année. Ces appels d'affinité visent à permettre à diverses personnes, divers participants d'identifier les domaines d'intérêt qu'ils souhaiteraient mieux comprendre et nous allons faire de notre mieux pour les mettre en contact avec des experts qui auront des aperçus ou des orientations. Donc un appel d'affinité pourrait permettre d'obtenir des informations et pourrait être consacré au sujet de la sécurité. Donc si vous estimez qu'il n'y a pas suffisamment de soutien, il est possible dans le cadre des appels d'affinité de les développer. Maria Judd, merci beaucoup. Peut-être pour rentrer dans les détails, mais il y a une manière dont les hôpitaux ont pris pour aborder la question de la sécurité, à constater installer des caméras supplémentaires dans des endroits additionnels avant le changement de politique. Et souvent, les familles reçoivent donc un laissez-passer qui est très différent du laissez-passer d'un visiteur ou un macaron. Il s'agit de stratégies qui ont été adoptées dans des organismes qui ont décidé comment ils souhaitaient créer un environnement sécuritaire. Donc merci pour cette question très importante et nous souhaitons continuer nos recherches sur les mesures adoptées pour aborder cette préoccupation. Deuxième question de Karine Vignon au MUHC. Dans les hôpitaux qui ont adopté des politiques sur la présence familiale ou aboli leur politique sur les visites, qui prend l'initiative de ce changement? Quelles instances ou quels comités? Donc, excellente question. Bien souvent, il s'agit d'initiatives provenant des directions de services infirmiers. Dans certains hôpitaux, ce sont les patients et les familles eux-mêmes. Dans certains cas, le comité consultatif des patients et des familles qui a souligné la nécessité de ce changement à l'appui des organismes dans lesquels les familles et les patients sont considérés comme de véritables partenaires dans les soins qui répondent aux besoins médicaux des patients et de leurs familles, à leurs préférences, à leurs valeurs, à leur contexte. Et beaucoup de proches de patients et de patients qui préconisent ce changement se rendent compte que nous accueillons de plus en plus des personnes ayant des affections chroniques, le rôle des aidants naturels informels et qui s'occupent de 365 jours par an et qui comprennent bien les soins et les besoins des patients. Lorsque les patients se rendent à l'hôpital quelques jours, quelques semaines par an, il faut qu'ils puissent faciliter l'échange d'informations qui a un impact sur l'expérience, la sécurité, les soins et les issues. Christine Maïka. Je voudrais ajouter que nous reconnaissons que
l'origine de cette initiative pourrait être différente dans un organisme ou dans un autre. Certains organismes qui ont plusieurs sites ont choisi un site comme site d'essai. Dans d'autres sites, où il y a plusieurs sites, on a dit, bon, non, nous allons mettre cela en œuvre sur tous nos sites en même temps. Donc il n'y a pas nécessairement de façon unique. Et par ailleurs, et spécifiquement en ce qui concerne l'engagement, il y a des personnes que nous identifierions dans le cadre de cet engagement. Nous savons que le leadership est essentiel pour soutenir ce changement. Et il ne s'agit pas des seules personnes qui sont essentielles, mais nous les identifierions comme étant la personne qui signe l'engagement. Mais nous cherchons des champions. Ces champions, leur nom figurerait sur l'engagement. Il peut s'agir de patients et de proches qui sont engagés à participer à la mise en œuvre de ce changement, ainsi que le personnel de première ligne qui joue un rôle clé dans le soutien du processus de gestion du changement. Maria Judd, merci beaucoup pour cette observation très pertinente. Question de Valérie au CHUM. Valérie demande s'il y aura des lignes directrices pour tenir compte de la diversité culturelle au niveau des limites, des limites familiales, des frontières de l'espace familial qui peuvent constituer des préoccupations pour le personnel, mais aussi pour les autres patients et les familles. Il s'agit d'une question très, très pertinente. Une ou deux réflexions, mais je crois que c'est là où la valeur de ces conversations que nous voulons favoriser dans le cadre de ce que nous appelons des appels d'affinité provient. Il s'agit de pouvoir s'entretenir avec des organismes qui ont progressé davantage dans la mise en œuvre de ces politiques qui constatent le fonctionnement. Mais où il pourra en venir à cela, il s'agit d'une présence familiale si le patient le choisit. Donc on ne suppose pas automatiquement que le patient veut que ses proches le patient peut aussi choisir comme partenaire en soins une personne qui n'est pas une membre de sa famille. Donc il s'agit d'une désignation par le patient et selon son choix. Et puis par ailleurs, ce que j'ai entendu dire par divers organismes, il faut que le bon sens, il faut s'assurer que le bon sens doit prévaloir. Donc il faut que le personnel, en conversation avec les patients et leurs familles, doit pouvoir créer un environnement sécurisé et approprié pour les patients, leurs familles, les autres patients s'il s'agit d'une chambre partagée et le personnel. Donc nous allons noter ces questions et nous assurer que nous les ferons ressortir dans certaines conversations que nous espérons favoriser. Et il y a des exemples, je pense, qui vont également répondre à cette préoccupation. Donc en déterminant ce qui a été fait dans des organismes qui ont mis ce changement en œuvre. Il s'agit de questions très très importantes que nous devons aborder ensemble, justement. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires? La boîte de dialogue est toujours ouverte. Nous allons peut-être attendre un instant pour voir s'il y a autre chose avant de conclure. Maria Judd. Bon, je ne vois pas d'autres questions ou observations, mais s'il vous en vient alors que vous réfléchissez à la question, toutes les personnes inscrites pour cette web émission recevront de nous un courriel avec l'enregistrement sur demande pour réécoute de cette séance. Vous pourrez donc réécouter l'enregistrement et revoir les diapositives. Et la carte de pointage utilisée dans l'étude que Christine Maika a décrite, ainsi qu'une invitation. Si vous souhaitez vous notez vous-même et que vous considérez que votre résultat est différent de celui de notre examinateur, vous pouvez nous l'envoyer à Christine d'ici 48 heures, puisque nous sommes en train de mettre au point le rapport en préparation à l'annonce de la campagne Meilleur Ensemble début novembre. Le webinaire du 5 novembre, par exemple, mettra en valeur l'expérience en Alberta, avec en vedette le président du Patient and Family Centered Care Institute. Vous pourrez donc prendre connaissance de ces fiches de notation. Alors, je vous remercie pour votre intérêt à l'égard de cette étude et de la campagne et d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Nous attendons avec plaisir d'avoir de vos nouvelles et de vous voir participer à la campagne, nous l'espérons. Merci et bonne continuation.